that session. Thank you. And I will invite here to join him Mrs. Aminata Konate from Sotriabe. Also will join him Mr. Ayman Mohamed Dorego of African Negos and Industry. And finally, we'll join him here Mr. Art Wortman from Anna Tons. Here are the speakers and the moderator of this session. Good afternoon. I am very much aware that it's almost lunchtime, so we'll try to keep it within the specified time, which is 45 minutes. And then we have distinguished panelists here who have a rich experience in processing of raw cashew nuts in Africa. So we will try to have it more interactive session. We'll keep our views and thoughts very brief, and post that, we'll see to that you will have time to ask questions to distinguished panelists. I represent Olam. We are big processors in several countries in Africa. We have our presence in Nigeria, we have our presence in Mozambique, and also in Ivory Coast. We started this journey back in 2004, and it's been almost 16 years. We had our share of success and failures, because of which I am standing here to share my experience, what we went through, and how we can do it sustainably. In my thought process, what I look at cashew processing, Africa is the future. Though I'm saying it because the more and more awareness of sustainable, traceable cashew is happening. A lot of people in this room agree to that. So this is going to be the plank where African processors can work upon. There are challenges, definitely there are challenges. Few challenges probably are very, very glaring, is that we don't have any avenue for our byproducts, shells and husk and a lot of other off-grades. We don't have any access to any market, because of which African processors come under process of overall realization, which will be smaller than what it happens in Vietnam and India. We have our challenges, like all the equipments are made in either in Vietnam or India. We have to import them. We have to pay taxes on them. We have to also have that spare parts for a longer period of time. If anything goes wrong, the technician has to come from far. All this, the deficiencies are there. And let me also point out that the infrastructure which has to be there for processing, the building and the equipment, especially the building. In several countries, a lot of buildings, a lot of warehouses are available for rent. In Africa, we have to build on our own, which also adds to the initial investment, the fixed capital which is required. And there has also been access to the financing, which is also varying because of the varying raw nut prices. If you have seen in 2016, 17, 18, the raw nut prices have been very high, because of which anybody's assumption on financing or the working capital has gone awry, and people have struggled because of that. There are several other challenges. Definitely there are challenges, but there are also positives. You have access to raw nut of your choice, of the quality what you want. You can choose and pick in different parts of the season. Okay, so that is a big yes, because there is no logistic cost involved all the way to going to Vietnam or India. So African processors has that access to raw nuts. That is a big positive. There is also, the traceable cashew, with, you know where the cashew is coming from, and you're providing that employment and that overall the community enhancement which happens because of processing in Africa, which more and more of our buyers will look at as positive aspect. So there are a lot of positives, but there are also challenges. So I will now give chance to our panelists to air their views
and then make you realize that what is the sustainable way of processing in Africa. And then we are open for questions. Thank you. Ok, bonjour tout le monde. Voilà, je suis Madame Koné et du Burkina Faso. Je suis dans la transformation de la noix de cajou depuis plus d'une décennie. Et donc, nous allons ici vous présenter un peu la transformation en Afrique et au Burkina Faso, les défis. Et ensemble, dans les échanges, nous allons voir le rôle que doit jouer chaque partie, c'est-à-dire les gouvernements et le secteur privé. Et depuis ce matin, on a parlé de la production en Afrique. On a parlé de la production en Afrique et je crois que on sait aujourd'hui, on sait déjà qu'est-ce que l'Afrique produit par rapport à la production mondiale. Donc l'Afrique produit plus de la moitié de la production mondiale de cajou. Et la Côte d'Ivoire, premier producteur. Le Burkina, environ 90 000 tonnes en 2018. La machine ne veut rien dire. Ok. Donc, l'état des lieux de la transformation en Afrique. Donc, au niveau de la production, nous avons une production supérieure à 56%. OK. Voilà. Et au niveau de la transformation, c'est inférieur à 10% de la production en Afrique. Et au niveau de la consommation, les Africains consomment moins de 10% des quantités transformées. Donc, l'Afrique est présentée ici comme un nouveau continent au niveau de la transformation. Mais depuis 10 ans, on constate qu'il y a quand même une croissance constante. Et en tant que donc un nouveau transformateur, l'Afrique a débuté la transformation de manière manuelle. Mais aujourd'hui, l'Afrique doit s'adapter à la technologie qui existe en Asie pour rester donc dans la compétition. Donc, les nouveaux investisseurs doivent apporter cette technologie en Afrique. Mais cette technologie doit être adaptée. Et tous les gouvernements au niveau africain ont reconnu le secteur prioritaire de la noix de cajou. C'est un secteur qui, au niveau de la transformation, crée beaucoup d'emplois au niveau de toute la chaîne de valeur. Au niveau de la transformation, il y a beaucoup de difficultés qui se présentent aux Africains. D'abord, l'accès au financement. Le crédit coûte très cher ici en Afrique. Ça va de 8 à 13%. Dans certains pays, 15%. On ne peut pas faire la transformation en prenant des crédits à ce taux. L'insuffisance de main-d'œuvre qualifiée. Au niveau des entreprises de transformation, on forme les gens sur le tas. Jusque-là, et à part la Côte d'Ivoire qui est en train de faire quelque chose à Yamoussoukro, et dans les autres pays, nous ne connaissons pas une structure qui forme les employés pour les entreprises de transformation. Donc, on forme les employés sur le tas
Et 1 an, 2 ans, il y en a qui cherchent à aller ailleurs ou à aller faire autre chose. Et c'est une grande difficulté au niveau des transformateurs, des entreprises de transformation, parce qu'à tout moment, on est obligé de changer de personnel, de renouveler et de recommencer à zéro. La volatilité des prix de la noix brute. 2017-2018, beaucoup de transformateurs ont été plombés parce que les prix sont allés du simple et même plus multipliés par 5. Donc de 400, on a acheté le kilo de la noix brute à 1000 francs. Au même moment, le prix des amandes sur le marché international n'a pas connu la même croissance. Au contraire, c'était à un de ses plus bas niveaux. Et donc, ça a créé beaucoup de dysfonctionnements au niveau des entreprises de transformation. L'indisponibilité des pièces de rechange au niveau des usines. Ici, qu'est-ce qu'on constate depuis quelques années? Tout le monde veut avoir du matériel neuf, de la nouvelle technologie. Mais le problème, c'est que les pièces de rechange ne sont pas disponibles. Dans certains pays, il y a un début de fabrication, de reproduction de pièces. Mais dans la majeure des cas, les pièces ne sont pas disponibles. Les machines que nous achetons au Vietnam arrivent, le service après-vente n'existe pas sur place, et ensuite, les pièces ne sont pas là. Non seulement les pièces ne sont pas là, mais si vous achetez une machine en 2018, vous avez acheté une machine en 2018, nous sommes en 2020, ça fera bientôt 3 ans, si vous repartez au Vietnam, vous ne trouverez pas la même pièce. La même pièce pour la même machine. Eh bien, ils vont vous dire que le modèle a évolué. Effectivement, le modèle a évolué. Parce qu'au Vietnam, le modèle évolue, et pas tous les 2 ans, mais peut-être chaque année. Et donc, si vous avez une machine de 2018, aujourd'hui, en 2020, vous aurez des problèmes pour avoir des pièces de rechange. Voilà le grand problème. En tout cas, il faut qu'on crève cet abcès ici, le grand problème des entreprises de transformation en Afrique. En tout cas, en Afrique de l'Ouest, c'est ce que nous vivons. Donc, je crois que nos amis vietnamiens vont nous faire des propositions pour que on ne jette pas les machines chaque 2 ans. Parce que ici, il est impossible pour une usine de changer ses machines chaque 2 ans. Parce qu'en ce moment, on n'a même pas fini de rembourser la dette qui a servi à payer ces machines. Donc, il y a aussi la faible valorisation des sous-produits, ou du moins pour détruire toute la coque qu'on produit. Utiliser la coque comme combustible, c'est bien, mais tout ce qu'on produit, charbon là. Donc, et de façon spécifique, voilà ce que j'avais pour l'Afrique, mais au Burkina, je donne un peu l'exemple du Burkina, moins de 20% de la production nationale est transformée dans les usines de manière artisanale, semi-artisanale et automatique, à travers une quinzaine d'unités de transformation. Pour un KOR de 46, on a entre 85 et 90 tonnes pour obtenir un conteneur de 20 pieds d'amande. Je sais qu'au Vietnam, c'est plus. Ça veut dire que le rendement est bas
chez nous. Donc nous devons travailler à faire remonter ces ratios-là. Un rendement situé entre 24 et 26% au décortiquage. Parce que nous avons des machines mécaniques, des machines semi-automatiques. Et donc là aussi, le ratio peut être vu à la hausse. Il faut qu'on travaille, sinon les entreprises, c'est ce qu'on dit, la transformation n'est pas rentable en Afrique. C'est à cause de tous ces coûts-là. Donc une moyenne de 60% d'amende entière à l'emballage, tous ces chiffres ne sont pas performants. Tous ces chiffres ne sont pas performants et ne peuvent pas, en tout cas, amener les transformateurs d'Afrique à être compétitifs sur le marché. Maintenant, il y a des rôles à jouer. Les gouvernements doivent jouer leur rôle et le secteur privé aussi doit jouer son rôle. Et je pense que nous sommes dans un panel d'échange et les uns et les autres pourront donner leur avis par rapport au rôle de chacun. Qu'est-ce que les gouvernements doivent faire? Qu'est-ce que les acteurs doivent faire? Au Burkina, nous aurons aimé que, au niveau de la Chambre du commerce, on crée une école technique, une école professionnelle, comme dans les autres secteurs, pour former les employés au profit des usines de transformation. En Afrique de l'Ouest, nous avons des compétences pour cette formation. Peut-être pas au Burkina, mais en Afrique de l'Ouest, nous pourrons trouver des compétences pour mener à bien cette formation et soulager un tant soit peu les usines de transformation. Donc, c'est un point que je jette pour nos responsables qui sont là. Et je pense qu'ailleurs, d'autres solutions aussi peuvent venir. Je vous remercie. Thank you, Mercy Madam. I think she has very crisply summarized all the pains what we go through as African processors. Indian processors, Vietnamese who are sitting here might be finding all these excuses are silly, but it's true. She talked about access to finance, poor technical manpower, the churn of the manpower, volatility of RCN prices, spare parts and the obsolescence of the machines, and also the value addition of cashew apples and shell which has to be brought in. She has talked about how government can intervene in terms of technical manpower grooming and several other points. I think our other panelists will definitely bring in those aspects. Let's continue from here. Yeah. Bonjour à tous, Ayman Dorego, promoteur de Africa Négoce et Industrie. Africa Négoce et Industrie, c'est une usine de transformation de noix de cajou en amande au Bénin. Chaque année, nous avons en tout cas une capacité installée de 15 000 tonnes et jusque-là, pour les divers problèmes que je vais expliquer, on transforme à peu près, 7 000 ou 6 000 tonnes chaque année. Et bon, on en voit déjà à peu près aux États-Unis, en Turquie, en Hollande, un peu partout dans le monde. Alors le thème, c'était comment rendre justement l'industrie, comment faire pour l'améliorer et la rendre durable. C'est très simple. Pour rendre une industrie durable, il faut qu'elle soit rentable. C'est simple, il n'y a pas de magie. Et pour rendre ce genre d'industrie, si vous voulez, rentable, il faut travailler sur deux choses, c'est-à-dire au niveau des achats, ton sourcing, ta matière première, de tes coûts de transformation, et au niveau de ta vente. C'est simple. Je vais faire un petit rappel sur la situation actuelle des industries de cajou africaines par rapport au monde. Voilà ce qui se passe. Première chose, c'est qu'il faut savoir que
Pour l'achat de la matière première, on compétit principalement avec les Indiens et les Vietnamiens, mais principalement avec les Indiens. Les Indiens qui ont un marché rémunérateur d'amande plus élevé que le marché international de façon générale. Donc ça veut dire que ça leur permet de pouvoir d'acheter un peu plus cher que nous, les industriels locaux, la matière première. Ça, c'est le premier point. Donc ça veut dire qu'au niveau de cette compétition, on est en dessous, on n'arrive pas à gérer. Deuxième chose, au niveau de la vente des amandes, il faut reconnaître que on compétit avec qui? Avec les Vietnamiens, qui ont des usines de transformation depuis plusieurs années, en tout cas bien avant les industriels africains, et qui sont capables de faire, en termes de levier, de diminuer les prix de vente des amandes, histoire de maintenir leur hégémonie sur le marché, ce qui est tout à fait normal. Donc en gros, au niveau d'achat de la matière première, on a un problème d'achat, de compétition. Au niveau de la vente des amandes, on a un problème de compétition. Donc, comment faire pour rendre tout ça rentable? C'est très simple. Moi, je dis, on pense qu'il faut déjà, en termes de solutions, voilà, il y a un truc aussi qu'il faut rajouter, c'est que les industriels, au-delà des amendes qui ont l'habitude d'être demandées, comme le W320, 180, 240 et tout, ont un problème pour la vente des amendes brisées et tout. Parce que le marché européen, américain demande plus principalement les grosses amendes. Donc, première solution, moi je pense, pour rendre tout ça rentable, c'est qu'il faut voir dans quelle mesure. Nous, on pense que c'est une bonne solution. Trouver un marché ensemble avec soit les Indiens, principalement, vu qu'ils sont nombreux dans la salle, vendre des amandes borna. Amandes borna, c'est les amandes avec les pellicules. Ça permet à l'industriel africain, en tout cas béninois, pour le moment, le temps de mieux s'imprégner ou le temps de mieux maîtriser le marché, de pouvoir vendre tout son stock. Parce que ce qui se passe, c'est qu'on arrive à vendre à peu près les 300 000, les autres produits, mais on garde quand même ce qui est quand même une bonne partie de notre bénéfice, le reste des amandes brisées, qui est très difficile à vendre. Donc, première solution, c'est trouver un moyen, soit de vendre les amandes brisées, ou sinon, tout simplement, nous on pense, s'il y a possibilité d'avoir un marché pour les bornas, ce serait vraiment déjà génial. Deuxième solution en termes pour rendre l'industrie rentable, c'est s'organiser pour la matière première. Et là, bon, malheureusement, je ne pense pas qu'il y ait des gouvernants dans la salle. On a un problème majeur dans l'achat de la matière première en Afrique, au Bénin par exemple en particulier. C'était de permettre aux industries locales de pouvoir s'approvisionner à un prix raisonnable pour leur permettre en tout cas de pouvoir subvenir à toutes leurs charges et vendre à un certain prix. Donc, seconde proposition, c'est vraiment de s'arranger pour une meilleure maîtrise du coût d'achat de la matière première. Troisième proposition, c'était au niveau de l'export. Et là, les amis indiens et autres, les exportateurs vont m'excuser. Je pense qu'il faut taxer un peu plus l'export. C'est-à-dire qu'il faut, parce que, je vais dire, il faut comprendre que quelque part, je ne vais pas dire que c'est une guerre, on travaille tous ensemble, mais chacun essaie de maintenir sa part de marché. De telle sorte que normalement les industriels africains ou les gouvernants africains devraient tout au moins taxer un peu plus les exportations de noix brutes, de telle sorte que ces revenus puissent permettre, comme en tout cas la Côte d'Ivoire l'a fait, de soutenir les industries locales ou tout au moins de favoriser les industriels quand ils ont des problèmes. Parce que on s'entend qu'aujourd'hui,
la majeure partie de ceux qui ont des usines, c'est vrai, l'Afrique, c'est pas pour être pessimiste, l'Afrique, c'est l'avenir, tout ça. Mais je peux garantir que si vous prenez en aparté tous ceux qui ont des usines, le son de cloche sera un peu différent. Je peux vous le garantir. Donc, pour parler franchement, il faut vraiment pouvoir mettre un accent sur la matière première, mettre un accent sur, comme je disais, au niveau des débouchés des produits. Il est bien vrai, il faut vendre les amandes, les 320, mais aussi permettre, en tout cas, un partenariat où, si vous n'avez pas la possibilité de vendre les brisés et tout ça, essayez d'écouler tout votre stock en vendant des amandes avec des pellicules. Et dernière proposition, je pense, enfin, les deux dernières propositions que j'ai, pour aller vite, c'était vous savez, on est un nouveau marché d'amandes et il y a une certaine, les gens, il y a une certaine peur. Ah oui, il faut acheter les amandes de l'Afrique. Est-ce que c'est bien conservé, c'est bien transformé, tout ça. Les acheteurs demandent tout ça, ce qui est tout à fait normal. Et moi, je pense, en termes de solution, c'est de favoriser un type de partenariat. Quel type de partenariat? C'est entre l'industriel africain et potentiellement de gros acheteurs, négociants ou acheteurs pour des produits finis d'amandes. De telle sorte que, par exemple, on dit, moi, par exemple, justement, nous, dans notre cas, c'est le modèle qu'on est en train d'adopter avec une structure internationale qui prône, nous, on a l'usine en Afrique, eux, ils ont le marché à l'international, ils sont capables de prendre tous nos produits, on s'entend, on fait une joint venture, et on travaille ensemble de telle sorte que nous, on s'occupe de la matière première de la transformation, eux, ils s'occupent de la vente. Tout ça pour juste, parce que nous sommes à nos débuts, il faut accepter qu'on n'est pas fort, il faut accepter qu'on a des lacunes, qu'il faut traverser le temps pour pouvoir maîtriser, pour pouvoir nous faire connaître. Donc, troisième proposition, c'était vraiment trouver des solutions de joint venture pour pouvoir mieux placer et mieux vendre l'amande africaine. Et dernière proposition, c'est qu'il faut faire comprendre aux acheteurs internationaux d'amandes que l'avantage aussi de travailler avec les industriels africains, c'est qu'il y a la traçabilité, ce qui est super important. C'est-à-dire qu'ils soient prêts à faire un prix, je vais dire, substantiellement ou légèrement plus élevé que les autres amandes qu'ils achètent au Vietnam du fait de la traçabilité. Donc c'est à peu près ça, moi je pense, les différentes solutions qu'il faut pour pouvoir rendre cette industrie durable et rentable. Merci. Thank you. I think some of the issues are very relevant. I think we will discuss it later on. A few things like broken kernels, how it can be marketed, the tax on raw nuts, how Côte d'Ivoire can be the benchmark for other governments to follow. We'll discuss that. Before that, we'll have our distinguished guest from Anatrans. We have heard good things about what they do in Burkina. Let's understand how they have been differentiated player from. Thank you very much. So due to time constraints, I'm going to keep it short. So let's step right in. Today I want to touch just 4 subjects, 1 slide per subject. The first, a competitive strategy for African processes. Second, the choice of clients where you choose to compete. The management of risks and operational excellence. And I'm a trained economist, so I like models, I like theories, and trying to use them to create new realities. So I'm the CEO of Anatrans in Burkina Faso. Installed capacity of about 10,000 tons. We process about that much, installed since 10 years. And we're part of a group which has its base in the Netherlands, NUTS 2. And like my predecessor has said,
they take care of all the marketing and the sales for us so that we can focus on sourcing and processing. And I think that is a very, very valuable partnership, which will allow us to take away some risks. Well, but we'll go into that a little bit later. So first about the competitive strategy. So basically, if we take theory, we can choose among 3 different strategies. Operational excellence, that means meeting client expectations, no failures, delivery on time, and being cost efficient in what we do. The second strategy, and there it comes, is product leadership. So offering a product that is different from what your competitors are offering. So a superior product which attracts premium prices and which offers the client some sort of experience. And the final strategy is customer intimacy. So having a unique product tailored for the specific needs of your client, and that offers a solution, right? Now for cashew processing, this last one is not really applicable. It's mostly about operational excellence as well as product leadership. But on operational excellence, I think we need to be frank and say that we will not be able to beat the Asian processes for the foreseeable future. We need to be reasonably good. We need to be able to get towards that their level, but we can't, for the time being, be as cost effective as they are. So the way to go about it is, besides trying to approach that level, product leadership. And in this case, African processors, they are in a unique situation. As already mentioned before, we're close to the farmer, we can ensure traceability, there's less CO2 emissions through processing locally, and we have an impact story to tell. So it's about differentiating yourself in the market with the story and not just with the commodity. With the commodity, we're not going to get African processing off the ground. So we do this through different certifications, organic, fair trade. We work on traceability with the Sustainable Nut Initiative and SSS system. Traceability is really important. So that's how we try to go about it. Then the choice of client is an important one. Basically, you have 4 choices. Local markets in Africa, which are mostly undeveloped. Unless you're in Nigeria, a very populous country with a large base, you could be able to sell there. But for the most countries with smaller populations, cashew nuts are simply too expensive, especially the hulls. What would be interesting is developing a market for cashew pieces, and instead of allowing them to stockpile in our warehouses. So local markets, yes, develop them, but to really get processing off the ground in large volumes, it's going to be complicated. So what remains is the Western markets. This makes sense in terms of traceability, in terms of certifications, the proximity, reduced CO2 emissions. But these clients are really demanding on food safety matters, on traceability matters. So it requires a level of performance of your factory that is really already at the top end. Then there's Middle East and North Africa, and I know that for some processes this works really well. For smaller, very low-cost processes, this can be a solution. And I think as African processors, we can, for the time being, forget about the Asian market because the Vietnamese and Indian processors are just way too competitive in there. So we have to choose our clients wisely in this respect. Going to the third point I want to make, it's the management of risk. So I wanted to outline 3 risks here. The first one is price risk. Many kernel clients do not like to sign contracts for longer terms, and this is a problem for us because we buy in a very short period of time, whereas the Asian processors have more time to buy throughout the year, their own market, the African market, the Southern Hemisphere. So we buy for a longer period of time, we stock it, and we must
work with kernel price estimations 9 months, 12 months, even 15 months down the line. So that is a significant risk. And here again, the key is working with the client, building up a relationship with the client, engaging them into signing contracts with you that are not spot or for the next quarter, but are for the entire year. If you can do that, you lock in your prices, and much of your price risk of the stock that you've bought is mitigated. The second one is exchange rate risk. Same story regards to contracts. When I hear about processing companies that do not hedge their currency exposures, I always feel a bit saddened, because in that case, any movement in the US dollar, franc CFA or euro exchange rate will have a bigger impact on your financial results than how good you are at processing itself. So in that case, you're more like a currency speculator than a cashew processor, right? Unfortunately, these tools are not really available to us in Burkina Faso. We can't really hedge currency exposures, and for that also, we work together with our partners in Europe to hedge exposure for us. And the final risk I wanted to mention is country risk. In Burkina Faso, we have security. We sometimes have uncertain policy environments, and this goes for many countries around us as well. And this is something that you have to take care of. As a company, you cannot do a whole lot about it as an individual processor in a country, but we try and develop partnerships with other factories to help them out if necessary in case there's a problem. So that we build a network of factories that can sort of help each other to mitigate risk. The final point I want to make is about operations, and this is really not rocket science. There's been plenty of books about operational excellence, mainly from lean manufacturing, the Toyota production system. And I just wanted to outline the two base levels of operational performance, of the performance pyramid. So the foundation is an organized work environment, and too often when I visit other factories, I see that the workplace is disorganized. It's about leader standard work, quality control and assurance. So if you can already do that as an African processor, you're ahead of most processes that are starting up. And the second level then is about, once you've set the standard, improving on it. So Kaizen, short interval management, and work in progress control. So this is just the base of the pyramid. There's much more. I encourage you to read on lean management and what it can do for you as a cashew processor, and help you to become more competitive in the international markets. So that was my presentation. Thank you very much for your attention, and hopefully we'll have some interesting discussions. Thank you. Thank you very much. I think most of the points really make sense, especially the operational excellence, which he talked about. We have seen that how a good management of processing will really help. So now I want to ask the panel to respond on few questions. What I think is that, like he was mentioning, the RCN taxes on the RCN will give comfort to the local processing, and also the subvention provided by the government for encouraging the processing, while we build the gap between what India and Vietnam has achieved in overall realization and what we are achieving, like Madam said about the 85-90 tons required to produce a container. All those gaps will take for time. The government, like what CCA and Ivory Coast government has done, tremendous job in terms of providing that comfort to processors in terms of subvention and also tax on raw nut. It has really helped Ivorian processors, I think, and we can see the results, the number of processors growing up,
growing every year and new processors putting up big processing facilities. I would probably say 3 cheers to government of Ivory Coast and CCR for making it happen. And now the question is for the panelists, do you think other governments also should follow this taxing on raw nut and also the subvention or the incentive for processing? Let me start with. All right. Well, I think absolutely. I think as cashew processors, we still have a lot to learn. And being helped with an export tax on raw cashew nuts or even a subsidy on the export of kernels gives us that breathing space to improve our operations, to grow our operations, and eventually become competitive on the international market. But it's just the first stepping stone. The truth is, right now, if you're an African entrepreneur and you want to start a cashew processing business, there's no way you can become competitive in a short period of time. So you need this sort of industrial support to get going and to become better, to improve yourself, but that must be the other side of the coin. Yes, you get help, but at the same time, you have an obligation to become competitive, and you can't rely on the subsidy forever. Right? Excellent. The same question you want to answer? Alors, moi, je pense que le modèle ivoirien, ou par exemple, en tout cas, au niveau de la taxation du prix rémunérateur des amendes de 400 francs, ne peut pas être. C'est excellent, c'est idéal, mais tous les gouvernements ne peuvent pas faire la même chose. D'autant plus que le budget alloué, par exemple, à l'agriculture, ça n'est pas le même. Il y a des pays qui sont beaucoup plus riches que d'autres. Je prends par exemple le cas de mon pays, le Bénin. Nous avons eu des discussions poussées avec nos différents ministres de tutelle et la réponse était non. On ne peut pas vous donner 400 francs ou une incitative quelconque sur le nombre d'amendes ou la quantité d'amendes que vous exportez. Par contre, je veux dire, et comme le monsieur l'a dit tout à l'heure, ce n'est pas quelque chose qui peut durer sur le long terme. Impossible. Et malheureusement, il faudrait forcément qu'on puisse avoir des aides. Moi, je pense que si déjà il peut y avoir comme des réformes que le gouvernement actuel est en train de faire, notre gouvernement actuel est en train de faire pour la matière première, qui est de favoriser en fait l'accès à la matière première en finançant moins. C'est-à-dire que notre gouvernement actuel est en train de mettre une structure en place pour acheter tous les besoins en termes de matières premières de toutes les usines. C'est-à-dire que si l'ensemble des usines actuelles font 60 000 tonnes, il y a une structure particulière qui achète tous les 60 000 tonnes pour les industriels. Et on place les 60 000 tonnes là, et nous, avec un fonds de roulement sur 2-3 mois, en termes de besoins de noix brutes, sur 2 mois, on prend nos sous, on va acheter pour 2 mois, on transforme, pendant ce temps, on vend, on reprend l'argent, on va acheter. Donc moi, je pense qu'à l'instar de ce genre d'initiative, plutôt que des incitatives de 400 francs, ce genre d'initiative aussi serait bien. Voilà, merci. Thank you, excellent. It is very much evident that West African governments probably should come together to have a uniform policy, like every gentleman here agreed to that. We, from the panel, sitting here, we want to encourage, we want to appeal to the governments of West Africa to have a uniform policy across, so that the processors will get the full benefit. On the same topic, I wanted to discuss about the minimum price which every government is setting up. There is some countries that don't have any minimum price. Some countries have, which is varied. For example, Benin, we just heard that minimum price is 275 CFA, and Cote d'Ivoire is 400 CFA. So, what is your opinion? Do you think that there is a need for the price to be set uniform across the West Africa, so that it's more easy for processors to make a decision? Madam?
Oui. Et le prix minimum, nous voyons que ça varie d'un pays à un autre. Aujourd'hui, nous avons le prix en Côte d'Ivoire, nous avons le prix au Bénin. Le 29 au Burkina, nous allons fixer notre prix plancher. Et nous allons fixer un prix plancher parce que à partir de cette année, nous sommes en train de mettre en place un fonds de lissage pour pouvoir accompagner les producteurs en cas de baisse considérable du prix de la matière première. Maintenant, nous devrons fixer le prix plancher en fonction de ce que nous avons dans la caisse. Si nous voulons suivre les autres, ça ne va pas marcher. Ça ne marchera pas. Donc, nous, par rapport à beaucoup de paramètres, nous ne sommes pas un pays portuaire et nous allons tenir compte, comme je le dis, de ce fonds pour pouvoir, en cas de difficulté, que ça puisse servir à combler le manque à gagner au niveau des producteurs. Et donc, c'est pour dire qu'aujourd'hui, nous avons écouté les autres. De retour chez nous, nous allons nous concerter parce que chez nous, ce n'est pas l'État qui fixe, ce sont les acteurs qui se réunissent et qui fixent le prix plancher. Chaque année, c'est comme ça. Et donc, nous allons le faire une fois de retour. Nous sommes là, tous les acteurs sont là. Nous sommes en train d'écouter ce qui se passe et comment ça se fait chez les autres. Comment et à quel prix ils sont aujourd'hui. Et nous, par rapport à ça, nous allons fixer notre prix plancher. Merci. Excellent. I think the message is clear that there should be some uniformity across. So now the biggest problem, what I heard from all the panelists, that there are broken grades, and the problem is that you don't make them in containers. There are different grades coming together. 20, 21 grades. Cashew has this big problem of having so many grades, which itself is a issue which I feel. But Indians believe that there is a value to be earned by making 100 grades. So in Africa, when we are small processors and there is no local market, the broken grades, not in a large quantity, it gets stuck and it is an issue. So I want to raise a question. The cooperation between all the processors to come together, how the processors in a country or in the region itself can come together to market that as a full container. Is it a workable idea? What do you think, Mr. Ham? Basically, the cooperation between the processors. How do you see it? Well, it's a difficult one, and I think it relates to your first question. Somehow, we need to get to a level playing field in our area. That means more or less the same policies. Our frontiers cannot be fully controlled. So if there's a disparity between one country and another, the market will find its way somehow. So that creates disturbances for local processes, and it doesn't matter where you are. So as processors, I think it is also our role to advise our governments, for example, towards the CICC, to harmonize the policies throughout Western Africa, because it will create a more stable environment without unnatural disturbances to the market. And I think that will be beneficial for all the processes in West Africa. I know the ACA plays a role in this, and I think that is really important to us, that we continue pushing for a harmonized policy framework. Great. So on the question of the cooperation
among the processors within the country? What's your view? Well, as processors within a country, we're not in competition with each other because 90% of our raw material is being exported. We're left with only 10% to process ourselves. A natural field to work together is on the processing of byproducts, on the shells, CNSL units, perhaps biomass. So that's a natural field to work together and as a first place for processes within a country. So there is question of the social responsibility which only doesn't lie with the government's hand, the processors in Africa. There is a bigger question of how bigger brands in in Europe and in US can really support to make it easier for to recognize that cashew processed in Africa. So we think that I personally feel that there is something which big brands can do for African processors. So what is your view, Mr. Eman, on that? Déjà, par rapport à ça, je crois qu'il y a Technoserve dans la salle et je pense Technoserve, je crois que tous ceux qui sont dans le secteur, en tout cas de la transformation de cajou, les connaissent. Nous voudrons déjà dire vraiment un grand merci à cette structure qui, depuis que nous avons commencé, en tout cas, nous avons eu l'intention d'avoir notre usine de transformation, nous a suivis, nous a aidés et jusqu'à présent est en train de nous aider pour tout ce qui est certification. Et je pense que ce serait une très bonne idée ou une bonne initiative si, par exemple, au niveau des acheteurs, que ces derniers puissent mettre des mécanismes en place pour nous permettre, en tout cas, de continuer à avoir des certifications internationales nécessaires pour pouvoir vendre un peu sur tous les marchés. Merci. Thank you. There are a lot of things. The Africa processing is a subject probably we can discuss for a couple of days. I definitely can discuss more than that because we are in this, we have gone through ups and downs of processing in Africa for the last 20 years. But there is a time and there is also lunch which is waiting for us. That's why we'll cut it short. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, vos ovations pour le modérateur et les panélistes de cette session, mesdames et messieurs. Je vais donc inviter monsieur le modérateur à remettre à nos éminents panélistes, à chacun donc un memento, en signe de reconnaissance et d'honneur pour leur participation à cette conférence. Monsieur Mallikarjuna, nous vous invitons à remettre à chacun de vos panélistes, voilà, à chacun de vos panélistes, donc un memento. Le premier est à l'endroit de monsieur Ayman Mohamed Dorego. Voilà, c'est vous qui remettez. Voilà, juste devant, in front of. En guise de remerciement et de reconnaissance et pour distinguer notre speaker. Le second est à l'endroit de monsieur Arne Wortmann. Merci de l'accompagner par vos ovations, mesdames et messieurs. Et le troisième memento qui sera remis est celui de madame Minata Kone. Merci beaucoup. Et je veux inviter ici, il nous a rejoint au cours de cette session, monsieur le directeur général du conseil coton en arcade, monsieur Adama Koulibaly, sous vos ovations, qui va remettre donc le memento du modérateur. Le memento du modérateur qui sera remis par monsieur Adama Koulibaly, directeur général du conseil coton en arcade de Côte d'Ivoire, l'organe de régulation du conseil. Merci beaucoup de le soutenir par vos ovations. Merci. Tous cinq, vous allez vous avancer, mesdames et messieurs, les panélistes, le modérateur et monsieur Adama Koulibaly. Et vous allez vous avancer pour la photo de fin, s'il vous plaît. Messieurs, vous restez sur place pour la photo de fin.
Nous avons largement excédé le temps. Nous devrions à cet instant précis avoir la conférence des femmes, the women's session, so take place right now, but the time